les Berbères sont des Africains. Ce ne sont pas des Européens. Même s'ils sont blancs, ce ne sont pas des Européens. Les Berbères sont d'authentiques Africains. Et l'on connaît très bien leur origine. Les Berbères naissent d'une triple fragmentation qui se produit il y a 20 000 ans. Il y a 20 000 ans, en effet, environ 20 000 ans, dans une région comprise entre l'actuelle Érythrée et les hauts plateaux éthiopiens, dans cette zone à peu près, se produit au sein d'un groupe humain assez mal identifié une fragmentation en 3 grands groupes qui vont donner naissance à 3 rameaux linguistiques tout à fait importants au sein d'une même famille. Le rameau proto-sémitique, le rameau proto-égyptien et le rameau proto-berbère. Ces 3 rameaux appartiennent à une famille que les linguistes appellent la famille afrasienne. Famille que l'on désignait il y a encore une dizaine d'années sous le nom de afro-asiatique. L'on croyait encore, il y a une dizaine d'années, que ces populations étaient d'origine asiatique arabe, transplantées en Afrique. C'est le contraire. Aujourd'hui, l'on sait qu'il s'agit de populations africaines qui ont colonisé ensuite l'Afrique et le Moyen-Orient. Donc, fragmentation qui se produit dans cette région comprise entre les hauteurs de l'Érythrée et le plateau éthiopien, qui se produit il y a 20 000 ans, et qui va donner naissance à 3 grands groupes. Un groupe qui va franchir la mer Rouge, et qui va donner naissance à toutes les langues sémitiques, l'arabe, l'hébreu, etc. Un groupe qui va remonter le long de la vallée du Nil, et qui va donner naissance aux proto-égyptiens, donc aux langues de l'Égypte ancienne, et le 3e groupe qui va partir à travers la partie nord-ouest du Sahara, qui va coloniser tout le nord du Sahara et toute l'Afrique du Nord. Ce sont les proto-berbères, donc les ancêtres des berbères. Et cet article est fondamental parce que c'est un article qui est basé sur les études génétiques, je n'entre pas dans le détail, de la population égyptienne d'aujourd'hui. Et un système d'analyse sur les haplotypes, qui est très savant, il faut être vraiment spécialiste pour s'y retrouver, montre que le fond ancien de la population de l'ancienne Égypte était berbère. C'est tout à fait extraordinaire. Et les analyses génétiques montrent que plus on va vers le sud, et moins il est berbère, et plus il est nubien, et plus on va vers le nord, et plus il est berbère, ce qui est évident. Nous avons, on savait depuis, ce que l'on voyait depuis toujours, l'Égypte était un pays blanc, la Nubie était un pays noir, et les thèses afrocentristes de Cheikh Anta Diop et de Martin Bernal sont pulvérisées par la génétique. Toutes les critiques historiques que nous faisions sont confirmées là par la génétique. C'est une révolution dans l'histoire, je dis bien c'est un séisme dans l'histoire de l'Afrique. C'est un séisme, pourquoi ? Parce que nous avons là, par les études génétiques, la preuve, premièrement, que les anciens Égyptiens étaient des Blancs, mais plus important, qu'ils étaient berbères. Et lorsque je mets en avant l'hypothèse, par les apparentements artistiques, par les styles artistiques, de la même matrice culturelle, rassemblant les anciens Égyptiens et les chasseurs nomades du Sahara oriental, eh bien, j'avais vu juste. Et ceci est tout à fait fondamental. C'est une immense avancée dans l'histoire de l'Afrique. Ce qui replace complètement les Berbères au cœur de l'histoire. Les Berbères qui sont là, replacés totalement dans cette histoire de toute l'Afrique du Nord et toute l'Afrique centrale, centre-saharienne, parce que les études de Lucotte vont bien au-delà. Les études de Lucotte montrent que ce fond berbère est encore excessivement important, même en Libye, largement en Égypte, et que l'apport noir est tout à fait secondaire. Par exemple, parmi les haplotypes principaux que l'on retrouve dans la population égyptienne et qui permettent de dire que le fond est ancien, appartenait à telle ou telle population, le fond éthiopien est beaucoup plus important que le fond noir africain. Le fond noir africain ne se retrouve quasiment pas. Ce qui fait alors qu'il va se retrouver à 95% en République centrafricaine ou au Zaïre. Donc toutes les hypothèses de Cheikh Anta Diop, toutes les hypothèses, tout le délire afrocentriste, sur lesquels repose l'histoire officielle de l'UNESCO, sur lesquels repose le congrès de Durban, sur lesquels repose la culpabilisation de l'Europe, tout est faux.
Tout est réduit à néant par la génétique. C'est extraordinaire. C'est une véritable révolution. Tout ce qui a été écrit en histoire africaine jusqu'à la publication de Luc Cotte du mois de juin dernier est à mettre au panier concernant les origines des populations actuelles de l'Afrique. C'est fondamental. J'aimerais pas être à la place des afrocentristes.
Essayons maintenant de savoir ce que sont devenus les rescapés de la catastrophe qui engloutit l'Atlantide. Il ne faut pas compter sur Platon pour cela. Platon n'en dit pas un mot. En revanche, les textes égyptiens, les textes des pyramides, nous décrivent très en détail le trajet qu'ont suivi ces rescapés. Un immense avantage, c'est que les noms géographiques cités par les textes égyptiens sont restés à peu près inchangés jusqu'à nos jours et se retrouvent sur une carte d'Afrique. Les bateaux ont abordé sur la côte du Maroc au cap Rère, qui de nos jours s'appelle le cap Guire. C'est à peu près le même nom. Les survivants ont emprunté ensuite la vallée du Souss. De nos jours, c'est l'oued Souss. Cette région a pris le nom de Baha. En égyptien, Baha signifie inondation. Et c'est encore son nom actuel. D'ailleurs, une tribu berbère se nomme Aït Baha, ce qui veut dire les fils de l'inondation. Une autre tribu berbère s'appelle Aït Ament, ce qui veut dire les fils d'Amentet. Les survivants arrivent dans la région du Touat. Les textes égyptiens l'appellent le Touat et de nos jours, elle s'appelle encore le Touat. Ils atteignent Gat, traversent le Fezzan en Libye. Ils passent par Djagaboub au nord-est de la Libye et aboutissent enfin au Nil. Et tous ces noms se retrouvent exactement sur des cartes géographiques modernes, ce qui est une preuve formelle de la véracité de leur dire. En conclusion, cette migration, à mon avis, ouvre des horizons insoupçonnés sur le passé de l'humanité. Malheureusement, les milieux universitaires ne montrent pas beaucoup d'empressement à en étudier les détails. À mon avis, voilà ce qui s'est passé. Après le cataclysme, le souvenir de ces événements bien réels s'est estompé et une mythologie s'est constituée. Le royaume des morts, au sens propre, c'est-à-dire Amentet, l'Atlantide engloutie, est devenu le royaume des morts au sens religieux, au sens figuré. Il est frappant que dans la région égyptienne, le Touat était une sorte de purgatoire qu'il fallait traverser avant d'arriver au royaume des morts. Or, la migration des survivants a traversé le Touat, région du sud-est de l'Algérie, avant d'arriver jusqu'au Nil en Égypte. C'est de là que vient cette croyance que à la mort d'un homme, son âme devait refaire d'est en ouest le trajet que ses ancêtres les Atlantes avaient fait d'ouest en est. Et ce voyage se faisait sur la barque d'Isis. Il est frappant à ce sujet que la barque d'Isis est toujours représentée voguant d'est en ouest, ce qui prouve qu'elle ne vogue pas sur le Nil, puisque le Nil coule du sud vers le nord. Si tout cela est vrai, eh bien il faut en conclure que la civilisation qui a influencé les autres civilisations, au moins de part et d'autre de l'Atlantique, c'est la civilisation des Atlantes, dont en fin de compte nous sommes les héritiers.